Bonjour à tous, Éric Rollet, président de l'association Le Passage. Nous sommes ravis de vous avoir tous. Merci pour votre disponibilité. Je reconnais certains visages, donc je fais un petit coucou. Vous êtes en présence de la première visioconférence qu'on organise. Alors, l'association Le Passage, je pense que vous avez eu tous le temps de prendre connaissance qui nous sommes. Nous sommes une association basée sur les Alpes-Maritimes avec l'objectif de déployer l'équithérapie ou la médiation équine à visée thérapeutique sur les Alpes-Maritimes avec un objectif qui est de structurer, même de créer une structure d'accueil qui puisse répondre aux besoins grandissants dans ce département par rapport à donc, ce que j'appelle rapidement l'équithérapie. Nous allons aborder le premier thème de cette visioconférence sur le thème donc, qui va être repris tous les 14 jours, si tout va bien, en visioconférence, tous les mardis soirs en 14 jours, donc à la même heure, pendant une heure, sur l'état de stress post-traumatique et donc son alliance potentielle avec la médiation équine à visée thérapeutique. Nous réfléchissons à mettre en place une étude qui permettrait d'évaluer l'effet des équidés sur l'état de stress post-traumatique des enfants, ainsi que de préparer un séminaire qui aurait dû avoir lieu début juin. Vous devinez pourquoi il n'a pas eu lieu sur la Côte d'Azur, et nous espérons pouvoir le reprogrammer les 5 et 6 février sur la Côte d'Azur 2021. Et de ce fait, ces visioconférences vont inviter l'ensemble des intervenants qui sont prévus à ce séminaire pour échanger, réfléchir et préparer ce séminaire à travers des questions qui leur sont particulièrement dédiées. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir deux intervenantes que Le Passage connaît très bien. Pour la première, Lina Rossetti, avoir été la fondatrice de l'association. Donc Lina Rossetti, je pense que tout le monde la connaît, je devine. Elle va se présenter elle-même, mais équithérapeute en tout cas très active depuis 3 ans sur les Alpes-Maritimes. Et puis le docteur Laurent Samery, qui nous fait une nouvelle fois, par sa fidélité, le grand plaisir d'être présente et d'inaugurer cette première visioconférence. Et Laurence, je vais également la laisser se présenter. On va peut-être commencer par Lina. Alors, nous avons à peu près une demi-heure d'échange entre Lina Rossetti et le docteur Laurent Samery. Et puis, on a prévu une petite demi-heure avec vous tous. Donc, vous pouvez, bonjour, oui, donc vous pouvez utiliser le chat et en écoutant les différentes interventions, poser les questions. Je retiendrai certaines d'entre elles, et puis on tâchera donc d'y répondre avec nos invités. Lina, alors à toi, je tutoie les deux, donc il n'y a pas de formalité, puis d'autant plus que Lina, on vit ensemble, donc ça serait vraiment bizarre de la vous voyez. Lina, donc je te laisse la parole, peut-être en précisant quel est ton parcours, expliqué peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas le parcours, et surtout ça, beaucoup ne le savent peut-être pas très bien, comment tu en es arrivé à t'intéresser en tant qu'équithérapeute à l'état de stress post-traumatique des enfants et en quoi ce sujet te paraît-il si important? Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, pour rappeler rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas mon parcours, donc je suis infirmière psychiatrique de formation, et j'ai travaillé en tant qu'infirmière dans différentes structures pendant 28 ans. Donc, c'est aller des services très techniques comme la cardiologie interventionnelle au bloc opératoire. Et pour finir en fin de carrière, on va dire en soins palliatifs. Et là, il y aura un lien avec le psychotrauma, justement. Donc, en tant qu'infirmière, j'étais cavalière. Et déjà, très vite, je me suis rendu compte que déjà, dans les centres équestres, il y a beaucoup de médicaux et de paramédicaux. Et pour moi, c'était vraiment important de faire du cheval, d'être au contact du cheval, parce que en soins palliatifs, justement, on est pas mal secoué émotionnellement, psychologiquement. Et les chevaux me ressourçaient véritablement. Donc, c'était valable pour moi, c'était valable pour plusieurs de mes consoeurs. Et j'ai été amenée à m'occuper en tant que bénévole dans un premier temps de personnes en situation de handicap dans des centres équestres.
Et la vie est pleine de rebondissements. J'ai eu dans mes mains le livre de Rupert Isaacson qui parlait de son fils autiste et de tout l'apport qu'avait pu avoir le contact avec les chevaux. Donc ça a été ma première approche, mon côté soignant, mon côté cavalier, et ce livre qui faisait le lien entre le cheval et la maladie, la douleur, la souffrance psychique. Donc ça m'a interpellée et je me suis dit, mais il y a peut-être des formations qui existent. Donc j'ai cherché. En France, on a 4 écoles qui permettent de nous préparer à cette approche de l'équithérapie. Alors, l'équithérapie, du coup, on est assez loin du psychotrauma, là. Donc, en tant qu'infirmière psychiatrique, bien sûr, le psychotrauma, j'en avais entendu parler. Mais, bon, ça restait encore très, très flou pour moi. Et donc, j'ai commencé en tant qu'équithérapeute en 2017. J'ai beaucoup travaillé dans un premier temps avec les enfants autistes. Et c'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance de Laurence, puisque c'était un des médecins qui avait fait des études poussées sur l'autisme et l'évaluation qu'on pouvait faire de l'approche de l'équithérapie par rapport à ces enfants, ce que ça pouvait leur apporter. Et donc, je travaillais beaucoup avec les enfants autistes, beaucoup de handicap, du handicap sensoriel. Et voilà. Donc, j'étais vraiment baignée dans le monde du handicap. Et en 2018, en mai 2018, une famille de victimes de l'attentat de Nice est venue me voir pour me demander s'il était possible, via l'équithérapie, d'aider un petit peu leurs enfants. Alors, ces enfants, bon, déjà, l'attentat, ça a été vraiment une découverte pour moi. Hein. J'étais pas présente le jour de l'attentat, je n'ai pas voulu regarder les informations, j'ai certainement dû inconsciemment vouloir me protéger. Donc pour moi, l'attentat, mais il ne m'avait pas atteint ni moi, ni mes proches. J'avais cette grande chance. Donc je suis abordée par ces familles qui sont très, très ébranlées. C'est quelque chose de très difficile à vivre quand même. Donc, heureusement que le palliatif, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, m'avait pas mal préparé à cette souffrance humaine et à comment un petit peu l'aborder, comment arriver à parler de la mort assez facilement dans des conditions si dramatiques. Donc, je pense que ça a vraiment beaucoup plu à ces familles qui n'osaient pas s'exprimer sur le sujet, qui avaient peur d'avoir des personnes qui heurtaient en face. Et c'est comme ça donc que j'ai accepté de suivre ces enfants. Alors, j'ai été très honnête au départ. Je leur ai dit, écoutez, moi, le psychotrauma, je ne connais pas. J'ai quelques bases, mais je vais retourner à l'école. Donc, je suis retournée à la fac pour savoir exactement ce qu'était le psychotrauma. Mais entre-temps, j'avais commencé à prendre les enfants en prise en charge. Il y a, grâce à un enseignement sur Nice, un DU de psychotraumatologie qui m'a permis vraiment d'avoir des bases et pas faire vraiment n'importe quoi. Parce qu'on a beau avoir un grand cœur, on peut avoir des mots malheureux. Donc, c'est pas si simple. Et vraiment, se lancer dans le psychotrauma, il faut avoir quelques bases. Donc ça, c'est vraiment un prérequis que je conseille à tout le monde qui serait tenté par l'aventure. Donc, petit à petit, donc j'ai progressé. Maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis... donc, en 2018, j'ai suivi à peu près 7 enfants. Là, en 2019, on est passé à 15 enfants, plus 6 parents. Donc, vous voyez que ça prend beaucoup de proportions. Ce sont des enfants qui sont suivis par ailleurs en pédopsychiatrie. Mais la demande des familles, et c'est ce qui était très, très fort à l'époque, c'était « ça ne suffit pas ». La pédopsychiatrie, ils font leur possible, mais ça ne suffit pas. On veut une approche différente. Et voilà, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à cette situation aujourd'hui où je me pose beaucoup de questions. C'est pour ça aussi que je me suis encore retournée vers Laurence, qui a toujours été d'un soutien très fort, pour aller rechercher dans la littérature, à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, tous les travaux qui... Ah, on a perdu Lina. Donc, est-ce que vous nous entendez? C'est bon? Laurence?
Oui, moi je te vois et je t'entends. Bon, très bien. Voilà. Lina revient. On a Ouais. peut-être des petits soucis effectivement d'Internet. Je reviendrai tout à l'heure, Lina, sur le SPT, hein, donc l'état de stress post-traumatique, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les victimes d'attentats. Hein. Alors, on peut informer, on a eu la bonne nouvelle aujourd'hui. Dans 14 jours, le professeur René Garcia a accepté de participer à une visioconférence du passage. Donc, c'est un grand monsieur, hein, donc, qui viendra nous parler plus précisément de cet état de stress post-traumatique. Laurence, je vais te laisser te présenter avec une question introductive. C'est que toi, bien évidemment, tu n'as pas de spécialité dans le SPT et justement, ta spécialité qui a été particulièrement dans la médiation équine à visée thérapeutique sur le travail avec des enfants autistes, c'est de voir quelle résonance il peut y avoir dans le parcours de Lina et dans le tien, et comment on peut imaginer rapprocher ces deux parcours scientifiques par rapport à notre projet, qui est de voir si l'équithérapie peut appréhender de manière intéressante l'état de stress post-traumatique. Donc, je te laisse te présenter. D'accord, merci Eric. Alors, mon parcours, il est un petit peu différent de celui de Lina. En fait, il commence le jour où j'ai vu un cheval pour la première fois, mais comme c'était il y a très très longtemps, Eric, ne t'inquiète pas, je vais beaucoup résumer. Voilà, alors ça fait maintenant 56 ans que les chevaux m'accompagnent, et c'était bien avant que je ne commence à étudier la médecine. Alors, ensuite, sur le plan professionnel, j'ai exercé tout d'abord quelques années la médecine générale en milieu rural, à la fin des années 70. Et évidemment, ça m'a apporté beaucoup professionnellement et humainement. Et c'est une expérience qui a eu aussi des répercussions sur la suite de ma carrière, de mon cursus. Mais à ce moment-là, j'ai souhaité allier ma passion pour les chevaux et mon métier de médecin. Alors, je me suis orientée vers l'équithérapie qui était naissante à l'époque. Hein, on était à la fin des années 70 et elle n'était pas très développée ni structurée. Et alors, pour ce faire, j'ai repris un cursus universitaire de plusieurs années afin de me spécialiser en psychiatrie adulte et ensuite en pédopsychiatrie. Alors, mon premier poste en pédopsychiatrie a été dans le service du professeur Lelore au CHU de Tours, spécialisé dans le domaine de l'autisme. Et j'étais alors interne. Et j'étais interne dans une unité pour enfants polyhandicapés qui était située dans un hôpital annexe au sud de Tours. Et j'ai découvert qu'il y avait dans cet hôpital des poneys. Alors évidemment, j'ai eu le projet de mettre en place des séances thérapeutiques avec quelques enfants et la médiation du cheval. Alors le professeur Lelore, mon chef de service, qui était cavalier lui-même, il a accepté mon projet, il l'a soutenu auprès de la direction de l'hôpital et j'ai encore le souvenir de notre rendez-vous auprès du directeur de l'hôpital qui a aussitôt été intéressé et qui nous a aidés en mettant les poneys à notre disposition et en faisant réaliser une petite carrière où nous avons pu travailler avec quelques soignants et les enfants. Et c'est ainsi que tout a commencé et que les résultats positifs, et que j'ai pu observer les résultats positifs de la médiation équine. Des enfants gravement handicapés qui mettaient en œuvre des compétences inattendues et puis une équipe de soignants très motivée. Alors, ensuite, ça s'est interrompu parce que j'ai eu d'autres missions dans ce centre universitaire de pédopsychiatrie qui était un service de pointe orienté vers l'autisme et la recherche, mais aussi sur la psychiatrie de liaison, la pédopsychiatrie à l'hôpital pédiatrique, sur les soins très précoces et ensuite sur le premier centre de ressources autisme en France. Donc, évidemment, ça m'a éloignée de la médiation équine pendant 20 années. Et puis, comme toute la boucle se reboucle, 20 années plus tard, au début des années 2000, j'ai été contactée par Pierre-Marie Bougard, médecin en rééducation fonctionnelle et membre de Handi Cheval. Il souhaitait montrer l'efficacité de la médiation équine dans l'autisme. Et il s'adressait à moi en raison de mon expérience dans le domaine de l'autisme, en particulier des évaluations, ainsi qu'en équitation.
Et nous avons donc élaboré, avec l'accord du professeur Sauvage, qui était alors le chef de service, monsieur Lelore étant parti en retraite, un projet de thérapie avec la médiation du cheval, en l'occurrence le poney, pour des enfants qui étaient suivis à l'hôpital de jour et qui avaient des troubles neurodéveloppementaux, en particulier des troubles du spectre autistique. Alors, ce projet incluait l'évaluation des résultats de manière scientifique avec des échelles d'évaluation validées et déjà utilisées dans le service pour évaluer les thérapies. Alors, les premiers résultats ont été présentés au Congrès international d'équitation thérapeutique à Brasilia, au Brésil, en 2006. Les années suivantes, nous avons poursuivi l'étude en incluant d'autres enfants et les résultats ont été publiés en 2010. Étant donné les bénéfices obtenus, nous avons élargi les indications à d'autres enfants qui présentaient des troubles de l'adaptation sociale et scolaire, qui étaient suivis à la consultation médico-psychologique du service. Et ensuite, en 2011, je suis partie en retraite et mes collègues ont poursuivi les séances, ils poursuivent toujours les séances pour les enfants de l'hôpital de jour. Et puis, de mon côté, j'ai abandonné la pratique pour différentes raisons de santé, pour me consacrer à la théorie et à la reconnaissance des bénéfices de la médiation équine thérapeutique. Alors, je voudrais faire un aparté pour expliquer pourquoi j'utilise ce terme de médiation équine thérapeutique ou médiation équine à visée thérapeutique. Parce que si le terme d'hypothérapie est assez clair, le terme d'équithérapie a été, à mon avis, trop largement utilisé. Actuellement, il y a un consensus pour parler de médiation équine et ce terme présente l'intérêt de regrouper les différentes pratiques tout en les différenciant. Alors, d'une part, la médiation équine à visée thérapeutique, donc, qui est réalisée par des professionnels du secteur sanitaire et médico-social qui sont seuls habilités à proposer des thérapies et qui inclut l'hypothérapie et l'équithérapie. Et puis d'autre part, les pratiques réalisées par des professionnels d'autres secteurs qui ne sont pas des thérapies, mais des activités à médiation équine, avec la médiation équine. Alors, après avoir beaucoup étudié la médiation équine dans le domaine de l'autisme, en m'intéressant en particulier aux résultats des études scientifiques internationales et aussi aux mécanismes d'action de la médiation équine, ce qui m'a amené à publier un livre. Je suis maintenant sur la voie du stress post-traumatique grâce à Lina et à Eric. Et voilà donc pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, je dois préciser, comme a dit Eric, que je ne suis pas une spécialiste du stress post-traumatique, bien qu'évidemment, j'ai été confrontée à ces problèmes dans ma pratique de pédopsychiatre, que ce soit pour des événements des enfants ayant subi des événements traumatisants ou par des enfants victimes de violences et d'abus. Mais de même que je l'ai fait pour l'autisme, je me suis penchée sur les études, d'une part les études concernant la médiation équine dans cette indication, mais aussi sur les données qui permettent de comprendre comment agit la médiation équine dans ce domaine. Et ce sera le sujet de mon intervention commune avec Lina lors de la prochaine webconférence de l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, le 25 septembre. Alors, pour finir, je voudrais dire que ces 10 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels de la médiation équine très compétents, créatifs et dynamiques, entre autres Eric et Lina, Nicolas Aymon, Marianne Vidamant de l'IFCE et Carole Yvon-Galou de la FFE, et puis aussi beaucoup d'autres. Et je suis très heureuse de voir la médiation équine se développer, se structurer, que ce soit dans de nouvelles indications, pour la recherche scientifique et pour la reconnaissance de cette approche et pour l'intérêt qu'elle suscite. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Laurence. Oui, effectivement, c'est une belle histoire, je dois dire, que ta rencontre, que notre rencontre.
Et justement, nous sommes… Alors, je tiens d'ailleurs à saluer les personnes qui sont arrivées entre-temps, leur dire qu'en bas, elles ont le bouton de chat, hein, où elles peuvent poser dès à présent leurs questions par écrit, hein, en saisissant leur message et en l'envoyant. Là, nous sommes à un moment de la discussion et effectivement, la question qui se pose, alors je reviens vers Lina, c'est la pertinence de penser que la médiation équine à visée thérapeutique qui semble apporter ses fruits, et on peut le voir dans ton livre, hein, Laurence, et dans un document que nous allons partager avec tout le monde, qui reprend un petit peu aussi des éléments scientifiques sur l'approche thérapeutique de la médiation équine auprès des enfants autistes et auprès de l'autisme en général. Est-ce que cette question-là a du sens et peut effectivement s'adapter à des enfants atteints d'état de stress post-traumatique? Lina, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quoi tu trouves aujourd'hui pertinent, après peut-être 1 an d'expérience et ton DU que tu as réussi à avoir dans ce domaine, en quoi c'est pertinent, voilà, d'avoir cette approche avec les chevaux aussi dans le domaine du stress psychosomatique, parce qu'on imagine la portée assez gigantesque de cette thérapie complémentaire par rapport aux thérapies conventionnelles en la matière. Alors, comme je le disais au début, c'était une demande de la famille, des familles. J'ai essayé avec, on va dire, du bon sens de répondre à cette demande et à voir comment ça se passait avec les enfants. Parallèlement à ça, donc, j'avais l'apport de la théorie, c'est-à-dire sur quel point exactement les enfants avaient des problèmes par rapport au psychotrauma. Il y avait vraiment, pour résumer, hein, on ne va pas vous faire un cours sur le DU de psychotrauma, mais vraiment des atteintes cognitives. Les enfants avaient beaucoup de mal à se concentrer, donc des problèmes d'attention. On retrouvait petit à petit, enfin moi je retombais un petit peu sur mes pattes, c'est-à-dire que les 5 grands domaines qu'on travaillait avec l'autisme et toute l'utilité d'utiliser le cheval, qui est au niveau travail cognitif, au niveau de la communication, de la relation, au niveau sensoriel, tout ce qui va passer par le corps, et au niveau psycho-affectif, déjà ces 4 grands domaines permettaient déjà de travailler sur le psychotrauma. C'est-à-dire qu'un enfant qui vit un psychotrauma a des gros problèmes de concentration, il va avoir des troubles de l'humeur très importants avec des gestions des émotions très difficiles à réaliser. Donc déjà, ces 2 champs-là pouvaient être travaillés avec les chevaux. Au niveau sensoriel, on permettait à l'enfant de redécouvrir son corps, c'est-à-dire que un des symptômes, enfin, on en reviendra, et c'est ce que je développerai plus particulièrement sur les key meetings de l'IFCE, mais un des symptômes les plus importants, c'est que les enfants vont développer des somatisations, vont avoir des tremblements, beaucoup de troubles qu'on appelle neurovégétatifs qu'ils ne vont pas maîtriser. Et quelque part, le fait de passer par le cheval, de se réapproprier petit à petit son corps, cette fois dans le plaisir et dans le contrôle, va pouvoir les rassurer, par exemple. Donc, il y a, voilà, on va dire, cette approche cognitive, l'approche sensorielle, l'approche psycho-affective aussi, la question de la relation à l'autre et de la communication aussi. Enfin, tous ces 4 grands champs sont liés et on retrouvait, en même temps que ces leviers étaient utilisés dans l'autisme, et c'était mon approche habituelle, je pouvais le transposer dans ces cas particuliers du psychotrauma. Voilà. Mais il faudrait vraiment faire plus d'études, et c'est pour ça que je me suis encore tournée vers Laurence en lui demandant si elle pouvait faire des recherches par rapport aux études internationales qui avaient beaucoup été faites sur les vétérans, hein, par rapport au psychotrauma. C'est essentiellement les vétérans, mais on s'est aperçu qu'il y avait dans la littérature des travaux qui avaient été faits sur les enfants, et Laurence pourra nous en parler davantage. En sachant, donc, vous avez fait allusion toutes les deux, que vous intervenez la semaine prochaine en visioconférence, ça devait être en présentiel, mais donc dans un colloque organisé par l'IFCE, hein, qui est anciennement les haras nationaux de France. C'est dans un cadre assez scientifique, et vous avez le lien dans le chat qui vous permet de vous inscrire, hein. Si vous avez encore la possibilité de vous inscrire, vous découvrirez le programme donc à travers ce lien, et vous pourrez vous inscrire ensuite.
Laurence, en tant que chercheuse scientifique, est-ce que tu peux nous dire quels sont finalement les points importants que doit respecter une approche thérapeutique de l'ESPT inspirée de ce que tu connais de l'autisme? Et puis, quelles sont les limites actuellement de cette recherche, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas trop espérer, mais ce sur quoi on peut essayer d'avancer? Quelle serait finalement la prochaine étape la plus réalisable dans les 12 mois qui viennent pour que la médiation équine à visée thérapeutique puisse appréhender de manière efficace le SPT des enfants? Alors, je dirais que les prochaines étapes sont premièrement de valider les résultats par des études scientifiques. Deuxièmement, de s'appuyer sur les études déjà existantes pour mettre en avant les bénéfices. Et puis, troisièmement, de comprendre comment agit la médiation équine afin de montrer qu'elle s'appuie sur des bases scientifiques dans le domaine du stress post-traumatique. Alors, de nombreuses études, comme disait Lina, il y a eu de nombreuses études qui ont montré l'intérêt de la médiation équine dans le stress post-traumatique, mais c'était surtout principalement chez les vétérans traumatisés de guerre. Donc, il y avait des études d'évaluation quantitative, évaluation avec des échelles spécifiques. Mais concernant l'enfant, il y a encore peu de travaux. Alors, ceux qui existent sont soit des revues de la littérature, soit des études de cas, soit des études d'évaluation. Alors, dans le document qui va Alors, vous être je crois, proposé, Laurence, pour être très franc, que le bouton fichier a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va le mettre sur le site du passage aussitôt après oui, cette visio, sur le site lepas-sage.fr. On va mettre ce fichier en ligne qui permettra à tous d'aller voir toutes les références que tu y as mises. C'est un sacré travail. alors, donc, les études d'évaluation. Alors, évidemment, pour ces études, c'est ça les limites que tu évoquais. Il y a des difficultés méthodologiques qu'on a déjà rencontrées dans le domaine de l'évaluation de la médiation équine dans l'autisme. C'est complexe, mais et puis ça peut induire des limites à la validation des résultats, des critiques, on en a déjà eu. Cependant, on peut dire que les conclusions des études existantes sont globalement en faveur de l'intérêt de la médiation équine en tant que thérapie complémentaire pour les enfants et les adolescents souffrant de troubles de stress post-traumatique ou de traumas complexes. J'ai retrouvé entre autres certaines études intéressantes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, la plus intéressante est la plus récente, celle de Muller et Maculo aux USA en 2017, et parce qu'elle a l'intérêt d'abord de porter sur un groupe assez conséquent, et puis d'autre part de comparer les résultats avec un groupe contrôle et de comparer avec une thérapie traditionnelle. Donc voilà, donc on peut déjà considérer qu'il existe actuellement un début de données probantes validées par la recherche qui permettent de dire, dans la recherche dans le domaine de la médiation équine thérapeutique dans le stress post-traumatique, qui permettent de dire que la médiation équine est une approche complémentaire, efficace et prometteuse dans ce domaine du SPT chez l'enfant. Mais évidemment, comme on disait tout à l'heure, il est important de poursuivre encore les études d'évaluation et dans des bonnes conditions méthodologiques pour valider ces premiers résultats. Alors, l'autre point important à mon avis, c'est de comprendre comment agit la médiation équine dans le trouble de stress post-traumatique infanto-juvénile. Parce que c'est ce qui permet de donner des bases scientifiques à la médiation équine. Alors, il faut aller au-delà de la notion de cheval miroir de nos émotions, qui est un petit peu basique, même si les recherches actuelles sur les capacités cognitives et émotionnelles du cheval montrent ses capacités à percevoir les émotions humaines. Il faut aller plus loin et il faut mettre en relation donc, les données scientifiques récentes dans le domaine du stress post-traumatique, données qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Qui concerne donc les vétérans, c'est ça, que les adultes. Les données scientifiques, tu dis.
non, les données scientifiques sur le stress post-traumatique. Ah, pas sur purement, d'accord, très bien. post-traumatique. Et, et ça, le professeur Garcia pourra en parler à la prochaine webconférence de façon beaucoup plus approfondie que je ne peux le faire, puisque je ne suis pas spécialiste de la question. Donc, les données scientifiques dans le domaine du stress post-traumatique sont à mettre en relation avec les données scientifiques concernant les mécanismes d'action de la médiation équine. Alors, si on regarde un peu où en est la recherche actuellement dans le domaine du stress post-traumatique, ça permet de mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques du stress post-traumatique. Donc, le professeur Garcia et puis le docteur Prieto aussi aborderont certainement ces questions-là. Mais je vais essayer de résumer très succinctement pour pouvoir mettre en relation ensuite avec les mécanismes d'action connus de la médiation équine. Alors, on sait que le stress intense entraîne une réaction biologique d'alerte avec une activation de différents systèmes endocriniens et neurovégétatifs et avec une libération d'hormones de stress. Et cette hyperactivité de l'axe qu'on appelle hypothalamo-hypophyso-surrénalien, parce que ça va des cortico-surrénales au-dessus du rein jusqu'au cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a un circuit. Et cette hyperactivité déclenchée par le stress, un stress intense, persisterait dans le stress post-traumatique et engendrerait différentes conséquences. Alors, deuxièmement, il y a aussi des études en neuroimagerie. Il y en a encore peu chez l'enfant, mais celles qui ont été réalisées chez l'adulte ont révélé des altérations cérébrales, des régions qui sont impliquées dans la mémoire et la régulation émotionnelle. Alors bon, il y a une petite discussion pour savoir si ces altérations précédaient le stress ou étaient la conséquence du stress, mais il semble quand même qu'il y en ait qui soient vraiment la conséquence du stress. Et puis, troisièmement, il y a une étude récente de l'INSERM qui est intéressante parce qu'elle émet l'hypothèse que la résurgence intempestive des images et des pensées intrusives qu'on voit dans les troubles de stress post-traumatique, que cette résurgence serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la mémoire et qui agissent comme régulateurs pour stopper ou supprimer même l'activité des régions qui sont associées au souvenir. Voilà. Donc, on est vraiment là sur une pathologie de la mémoire et des émotions. Le stress post-traumatique est considéré maintenant comme ça. Alors, d'autre part, si les mécanismes d'action de la médiation équine thérapeutique et eux, ils ont été décrits dans de nombreuses études scientifiques concernant l'intérêt de la médiation équine dans l'autisme. Alors, on sait qu'il intervient des facteurs environnementaux. En médiation équine, l'environnement est propice à la tranquillité sensorielle et émotionnelle et donc apaisant. Deuxièmement, des facteurs neurologiques par le biais de la stimulation multisensorielle qui a une action positive sur la perception de l'environnement et puis sur le développement de stratégies adaptatives. Et troisièmement, il y a des facteurs physiologiques, l'action sur le système neurovégétatif avec la diminution des hormones de stress, la libération de neurotransmetteurs qui va favoriser la détente et la régulation émotionnelle. Quatrièmement, il y a des facteurs cognitifs. La médiation équine permet d'agir sur le traitement des informations et sur la conscience de soi. Et puis, cinquièmement, des facteurs émotionnels, puisque la médiation équine va permettre d'exercer l'expression et la régulation émotionnelle et aussi de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, on voit que ces effets bénéfiques de la médiation équine répondent aussi à la problématique du trouble de stress post-traumatique. Et donc, la thérapie avec la médiation équine, qui va se situer dans un contexte déconnecté des événements traumatiques, un contexte rassurant, motivant, valorisant, ça va permettre de diminuer l'hyperréactivité physiologique et l'hyperéveil, l'hypervigilance,
qui sont secondaires au stress post-traumatique et qui rentrent dans le cadre du trouble de stress post-traumatique. Et elle va aussi améliorer la régulation émotionnelle et stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire. Alors là, c'est un domaine en ce qui concerne la mémoire, peut-être que Lina elle pourra creuser ça par son expérience et ses observations. Comment se fait l'action sur la mémoire dans le cadre des séances de thérapie avec la médiation équine dans le stress post-traumatique. Et puis, la médiation équine, elle permet aussi de décentrer, de réorienter vers des processus attentionnels et cognitifs qui vont être plus adaptés et plus fonctionnels et de développer des stratégies d'adaptation. Et là, on se rapproche des principes de la thérapie cognitivo-comportementale orientée sur le psychotrauma. Alors, pour finir, moi, je voudrais insister sur le fait que la médiation équine thérapeutique, elle doit toujours se situer en complémentarité des autres approches thérapeutiques, dans un projet individualisé et en coordination avec les familles et puis aussi avec les autres professionnels qui sont impliqués dans le suivi de l'enfant. Voilà un petit peu ce que je pense sur cette question. Merci, docteur. J'en profite pour relancer. Si vous avez des questions, vous avez le chat pour poser vos questions avec le bouton de chat en bas et les messages à droite. Lina, je te laisse réagir et puis je rajoute une petite question par rapport à ce cadre qu'a posé Laurence. Est-ce que c'est effectivement quelque chose que tu vis déjà avec les enfants que tu reçois? Et puis, est-ce que tu peux nous parler du confinement? Est-ce que ce confinement, tu as vu aussi des effets chez certains enfants, peut-être qui ont renforcé l'aspect un petit peu stress post-traumatique qui existait avant et qui a empiré? Oui, pour parler du confinement, non seulement il a eu des effets sur les enfants psychotraumatisés, j'en ai vu un dimanche par exemple. Donc c'était un enfant qui était victime de l'attentat, qui, comme signe vraiment très invalidant pour lui, c'est repli sur soi, il reste tout le temps à la maison alors que maintenant il a 15 ans. Il n'a pas d'amis parce qu'il ne sort pas. Quand il sort, il est souvent accompagné par ses parents alors qu'il a 15 ans. Donc ça l'handicape énormément. Mais sinon, il se sent persécuté, il a peur que tout le monde le regarde, tout le monde l'agresse. Donc voilà, ça c'est des signes vraiment que vivent au quotidien les personnes victimes de psychotrauma. Donc j'avais pu le suivre en équithérapie pendant 10 semaines. C'était juste une prise en charge particulière sur 10 semaines. Et son état s'était bien amélioré. Il commençait à reprendre un petit peu sur lui et s'obligeait à sortir seul, pas très loin de chez lui, mais bon, il arrivait à faire cette démarche seul. Est venu le confinement. Alors, ce qui est intéressant, le confinement, il s'est senti très bien, puisque du coup, il revenait à nouveau chez lui, dans son cocon, dans sa bulle. Donc, tout le monde était confiné, ça allait très bien. Et à nouveau, il a eu de gros problèmes quand il a dû reprendre l'école. Donc, comme quoi, c'est très fragile. Et ce confinement peut, dans le cas du psychotrauma, justement renforcer quelque chose qui était en voie de cicatrisation et qui justement a repris le dessus. Pour les enfants que je suis à part, c'est-à-dire les enfants d'IME, des enfants dans des établissements avec des grosses difficultés sociales et de comportement, on a observé avec mes collègues des IME une très très forte régression pour certains. Des enfants qui étaient ouverts, qui arrivaient à comprendre des consignes très simples, mais qui étaient à nouveau intégrés dans des groupes, on les retrouve en repli sur soi, à nouveau avec des difficultés de compréhension. Ils ne sont plus là, ils sont absents. Et on a vraiment cette impression, puisqu'on parle beaucoup entre nous, entre professionnels, d'une véritable régression. Et ça nous fait mal au cœur parce qu'on a mis des mois et des mois de travail à faire sortir ces enfants, à les ouvrir au groupe, à les faire partager des moments de joie à travers des jeux. Et là, c'est vrai que le constat est assez dur. Bon, ça, c'était pour la partie confinement. Voilà ce que j'observe sur le terrain. Deuxième question. Je vais déjà vous lancer la question de Bernadette.
Lors du congrès, je la lis, hein, lors du congrès des psychomotriciens, une PM travaillant à l'hôpital militaire Percy a rejeté le fait de parler de SPT hors du contexte militaire, qui selon elle est une réalité. Elle sous-entendait que dans le harcèlement et autres, on ne peut pas parler de SPT. Merci de votre éclairage. Alors Lina, peut-être là tu peux nous répondre. C'est Alors une là, question à poser au professeur Garcia dans 15 jours. exactement. Mais lors du DU, on voit bien tout l'éventail qu'il y a de psychotrauma. J'ai même envie de dire qu'un simple, entre guillemets, accident de la route, accident de voiture, peut traumatiser à vie une personne. Là, on n'a évidemment pas le temps d'en parler et le professeur Garcia pourra peut-être en parler un peu plus, mais tout dépend, l'évolution d'un psychotrauma dépend aussi des antécédents de la personne, de son vécu. Et une personne peut être fragilisée par rapport à une autre. Et de toute façon, un psychotrauma se définit par 4 grands symptômes. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a la réviviscence de l'événement traumatique, hein, qui fait une intrusion permanente avec des flashbacks dans le quotidien de la personne. Ça, c'est très invalidant. Il y a les conduites et toutes les stratégies d'évitement par rapport à la situation qui rappelle le trauma. Il y a aussi toutes les modifications négatives de l'humeur. Ce sont des personnes qui sont souvent dépressives, qui vont avoir des conduites d'opposition, qui vont être même dans l'agressivité, alors qu'elles ne l'étaient pas avant. Et un des derniers symptômes, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure brièvement, c'est tout ce qui va être neurovégétatif avec cet état d'hypervigilance où le moindre bruit vous met sur le qui-vive. Et c'est épuisant, c'est fatigant. Ce jeune garçon là que j'ai vu ce week-end me dit « mais je suis épuisé ». Pourtant, je ne fais rien, mais je suis épuisée parce que dès que je sors dehors, je regarde partout, je ne suis pas bien, mon cœur palpite. Voilà, tout ce qui est neurovégétatif, c'est de tachycardie, tremblement, sueur froide. Et ça, c'est incontrôlable. Et ça, justement, en reprenant une approche corporelle par le cheval, on arrive petit à petit à retrouver de la relaxation, du calme, redécouvrir son corps et à nouveau le remaîtriser tranquillement. Mais c'est une approche très, très... Il faut prendre son temps. Hein. Ouais. Et de ce que tu sais de la complémentarité, parce que Laurence a bien insisté, et je vais laisser la parole à Laurence pour réagir à cette question de Bernadette, mais la complémentarité donc, que la médiation équine doit avoir par rapport aux thérapies conventionnelles, est-ce que toi, tu as une connaissance de ce qui est fait sur la Côte d'Azur au niveau de ces thérapies conventionnelles? Est-ce que compte tenu de l'ampleur, nous savons tous les deux que l'ampleur, par exemple, rien que de l'attentat de Nice, c'est combien d'enfants touchés? Tu connais le chiffre, non ou pas? Rien que les enfants touchés, c'est-à-dire évidemment qui ont survécu, mais qui ont été frappés par cette épreuve, c'est 80, je crois. Hein. Non, ça c'est des victimes. Non, Voilà. les enfants touchés, on ne peut même pas évaluer combien. On ne sait pas. On ne peut pas l'évaluer, c'est très compliqué, on a un certain retour par les associations de victimes, mais toutes les personnes qui ont été touchées ne font pas partie des associations de victimes. Et il y Alors, en a plein qui. je répète ma question, effectivement, excuse-moi, mais Oui. je laisse après la parole à Laurence. Ce que nous avons découvert, parce que nous étudions tous les deux ce sujet qui est le stress post-traumatique. Alors, c'est une bonne question, Bernadette, mais je suis personnellement, en étant très profane, très surpris de l'affirmation de cette personne militaire, dans le sens où je ne vois pas pourquoi, hors du champ militaire, on n'aurait pas de stress post-traumatique à travers la pédophilie, l'inceste, toutes les épreuves de la vie qu'on peut vivre. Donc justement, nous sommes en train de découvrir avec Lina l'ampleur, mais gigantesque, notamment de la pédophilie, il faut le dire, un sujet extrêmement tabou, puisque statistique européenne officielle, un enfant sur 5 est touché est frappé par donc cette question des abus sexuels, ce qui est quand même gigantesque. Compte tenu de ça, qu'est-ce que tu pourrais dire des thérapies conventionnelles et de les capacités de la société à répondre à ce fléau, on va dire? C'est à moi que tu poses la question, Eric? Alors, je posais la question à Lina et après, je te laisserai agir, Laurence. Si Lina, tu peux répondre, parce que ce n'est pas évident non plus. Hein. Ben, là, c'est le champ de la pédopsychiatrie, donc Laurence est plus à même de répondre que moi. Mais au DU, par exemple, j'ai appris qu'il existe différentes techniques pratiques avérées et reconnues par l'HAS, comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui vont, par le comportement, travailler sur les peurs de la personne, par exemple. Mais Laurence pourrait compléter Très bien, largement. Laurence. Ouais.
Alors oui, moi aussi, je suis très surprise de cette Et réflexion de Bernadette la aussi, psychomotricienne qui n'a pas dû très bien se pencher sur la question quand même, parce que il y a beaucoup d'articles, d'études qui parlent de l'ESPT chez l'adulte en dehors des militaires et chez l'enfant, que c'est dans le DSM-5, la classification des maladies dernière version. Donc voilà, donc je pense que vraiment, ou alors elle voulait dire autre chose, mais bon. ou alors Donc, elle est très militaire et elle a envie que tout soit militaire. oui, je ne sais pas qu'est-ce que. Voilà, mais bon, le SPT, c'est la définition, c'est quand on a des troubles à la suite d'un stress important, répété ou aigu, hein, qu'on est victime directe ou indirecte. Donc voilà, c'est une réalité clinique et qui concerne les adultes et aussi les enfants. Et voilà. Alors, en ce qui concerne les thérapies, oui, il y a depuis longtemps différents abords thérapeutiques. Hein. Bon, actuellement, on est plutôt sur les thérapies cognitivo-comportementales qui permettent, par le biais d'un abord cognitif, de pouvoir modifier des pensées et des comportements. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de réorienter les processus de réflexion, de pensée, et de les décentrer par rapport à l'événement traumatisant et à tous les troubles qui s'en suivent. Et donc on disait que c'était l'avantage de la médiation équine dans cet environnement différent et motivant de pouvoir décentrer les pensées vers d'autres pensées, les pensées négatives ou traumatisantes, vers d'autres pensées plus positives et plus fonctionnelles. Et en même temps, je posais la question, Laurence, de l'ampleur. C'est-à-dire, il semble confirmer que beaucoup, notamment d'enfants, alors j'imagine aussi les adultes, mais beaucoup d'enfants sont sujets à du stress post-traumatique après avoir subi tout ce qu'on peut imaginer que certains subissent. Est-ce que la société, à travers ces thérapies conventionnelles, tu penses qu'elle est, c'est une opinion personnelle, mais elle est suffisamment armée pour répondre à l'ampleur du phénomène? Mais je pense que Madame Prieto, le docteur Prieto pourra en parler. Un jour, dans En, un mois, en, pardon. parce que je connais, elle peut détailler les structures qui peuvent intervenir et les organisations qui peuvent intervenir pour prendre en charge le stress post-traumatique. Entre autres, les cellules d'urgence médico-psychologique qui maintenant sont mises en place et déclenchées un peu partout en France et déclenchées quand il y a des événements très traumatisants. Mais il y a aussi les événements traumatisants à bas bruit non connus, comme les violences sexuelles, les violences physiques et puis tu parles du confinement. On s'aperçoit aussi que le confinement, c'est un événement traumatisant qui peut avoir des conséquences de type état de stress post-traumatique. Voilà, donc et je voulais dire autre chose et puis ça me revient pas pour l'instant. Le problème, Lina, peut-être aussi, c'est de voir, toi, dans ta pratique d'équithérapeute, est-ce que tout de même, tu ne te sens pas démuni? C'est-à-dire, tu n'as pas ce sentiment d'être un peu seul au monde, même si on sait qu'il y a d'autres équithérapeutes qui font un travail formidable et on en aura quelques-uns durant ces visioconférences, quelques-unes aussi. Mais est-ce que toi, tu ne te sens pas un peu démuni et qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu verrais pour renforcer ton travail pour cette approche de ces enfants, sachant en plus que toi, ton travail inclut, on l'a dit aussi, des enfants autistes et des enfants gravement handicapés. C'est-à-dire que tu gères quand même pas mal de patients en même temps. Par rapport au psychotrauma,
Ça m'a vraiment fait du bien d'aller au DU de psychotraumatologie parce qu'on était une trentaine, donc tous de la région. Et ça m'a permis de connaître des professionnels qui travaillaient sur le psychotrauma. Et même si on a l'impression qu'on n'est pas suffisant, enfin suffisamment en nombre en tout cas, il existe des structures qui nous permettent de trouver justement un chemin pour nous regrouper et créer un réseau. Et là, depuis maintenant un an, c'est vrai que j'ai rencontré différents professionnels du psychotrauma. Et bon, c'est vrai qu'on va travailler en petit réseau, mais ça commence à se constituer. Et là, je me sens déjà moins seule. Mais c'est vrai qu'au tout début, déjà, je découvrais le psychotrauma. Je travaillais avec des enfants avec une très forte attente des parents. Qui étaient en plus pas satisfaits de la prise en charge uniquement de la pédopsie. Donc, ils voulaient des approches complémentaires. Et je pense vraiment que le psychotrauma, encore plus qu'une autre pathologie, a besoin d'approches complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur les TCC, il faut travailler en équithérapie, il faut travailler en conventionnel, c'est-à-dire avec un psychiatre et des psychologues. Il faut vraiment plusieurs angles d'approche. Et pour une personne donnée, certaines choses marcheront, pas d'autres. Voilà, il faut vraiment se donner les moyens. Et pour ça, il faut créer un réseau de professionnels capables d'accueillir ces personnes en très grande difficulté. Et au niveau des autorités de santé, toi, dans ton travail, est-ce que tu travailles avec des professionnels de la santé sur cette question-là? C'est débutant. On essaye on échange, mais il faudrait monter au niveau de l'HAS, par exemple, ou de l'ARS, pouvoir trouver des personnes dans ma région qui sont sensibles à ce sujet-là et qui veulent bien se réunir, qu'on se mette à plusieurs à réfléchir. Je lis en même temps ce qu'il y a dans le chat. Il y a Lina, dans ton expérience, est-ce que la prise en charge de l'enfant, c'est pas fini. Pardon. Alors, il y a Bernadette qui revient sur une question qui est importante, mais encore une fois, on aura plus le temps, Bernadette, d'en parler dans 14 jours avec le professeur Garsois. C'est qu'elle précise que l'intervenante militaire considérait que le stress post-traumatique était lié à la notion de mort et à l'approche de la mort. Et que de ce fait, effectivement, ça a l'air évident que les militaires sont confrontés plus à la notion de mort. Enfin, on l'a dit avec Dans l'attentat. un accident de voiture, tu es à la proximité de la mort. Dans un attentat, tu es à la proximité de la mort. Et voilà. Je veux dire, il y a toujours, très souvent, la proximité de la mort. Hein. Et dans les abus aussi, dans les violences, Bien il y a sûr. la peur d'être une peur vitale. Hein. Oui, complètement. Je devine aussi que c'est Alice qui pose la question. Est-ce que tu associes les parents dans la prise en charge des enfants psychotraumatisés, Lina? C'est-à-dire, est-ce que tu les intègres bien dans ton approche? Alors, une des premières approches importantes, sur le peu de vécu que j'ai, sur ces 2 ans de retour de pratique, il apparaît souvent qu'il est très difficile. Là, je n'ai pas pu le développer tout à l'heure, mais il y a vraiment des conduites d'agrippement. Il y a vraiment des troubles de l'attachement avec les parents, c'est-à-dire que les parents sont surprotecteurs par rapport aux enfants et les enfants ont du coup du mal à retrouver un petit peu l'autonomie qu'ils avaient avant l'événement. Et cette relation est trop fusionnelle, trop forte. Et justement, un des objectifs des séances d'équithérapie, c'est de redonner l'autonomie à chacun et de travailler sur cette séparation, qu'elle se passe bien. Et voilà, donc j'intègre les parents, oui, peut-être au tout départ, mais progressivement, un de mes objectifs, ça va être de leur redonner leur autonomie. Et ça, grâce au cheval, on y arrive très, très bien. Parce que l'enfant va justement transférer cet attachement un peu trop fort sur l'animal et permettre aux parents justement de se détacher tout en douceur. Alors, il faut préciser, pardonne-moi Laurence, mais il faut préciser, je me permets d'intervenir sur l'aspect victime de l'attentat de Nice parce que nous sommes dans un contexte extraordinaire et qu'il y a des enfants qui sont morts. Hein, donc, il y a déjà aussi quelque chose de terrible pour les parents qui ont vu leur enfant mourir et les parents qui ont leur enfant encore qui a survécu avec cette notion d'avoir pu perdre leur enfant.
Et puis les parents eux-mêmes ont été psychotraumatisés lors de l'attentat quand ils étaient avec les enfants. Donc c'est difficile à gérer et il faut savoir que tu tentes de gérer et tu le fais avec certaines mères. Il n'y a pas beaucoup de papas qui sont volontaires, mais il y a quelques mamans avec qui tu travailles, avec l'enfant ou indépendamment, mais sur le stress post-traumatique. C'est bien ça. Oui, je travaille. Alors, il y a une question délicate de Patricia. Je ne sais pas si elle est en lien avec le sujet là, mais je vais peut-être la reformuler. Penses-tu que des formations actuelles en thérapie avec le cheval forment suffisamment les futurs professionnels que nous sommes? Connais-tu des formations qui pourraient nous aider à faire ce lien pour nous aider lors de la prise en charge? Alors, je complète, je pense que, est-ce que les écoles, alors il faut le dire, il n'y a quasiment que des écoles privées, donc tu l'as dit, qui forment, est-ce que ça prépare les futurs médiateurs équins, notamment à appréhender le stress post-traumatique? Alors là, je dis clairement non. Non. Vraiment, tout ce que ce qui m'est utile au quotidien par rapport au psychotrauma, je l'ai vraiment trouvé dans le DU de psychotrauma et dans toutes les lectures que j'ai faites après, parce que ça ne suffit pas d'aller 6 mois au DU. Toutes les lectures, tous les professionnels que j'ai pu approcher, et j'ai envie de dire, je suis qu'au début. Je suis qu'au début, vraiment. C'est pour ça que je souhaite, mais vraiment de tous mes voeux, que des recherches dignes de ce nom se mettent en place parce que, la demande est gigantesque. Comme tu l'as très bien dit, le trauma, ça s'étend, mais c'est bien au-delà même d'un accident de voiture. Ça peut prendre des tas de formes. Donc, et c'est une grande souffrance. Et moi qui ai travaillé très longtemps en psychiatrie, je suis encore, puisque j'accueille encore des adultes de psychiatrie en équithérapie, je me rends bien compte qu'un psychotrauma très mal traité dans l'enfance peut avoir des conséquences sur le psychisme de l'adulte. Ça, c'est évident. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une question de santé publique là, qui se lève. Laurence, tu souhaitais réagir? Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que la médiation équine dans le stress post-traumatique, c'est une indication très récente. Donc qui n'est pas encore effectivement au niveau des formations très développée. Donc, mais il y a tout à créer. Je pense que le chemin de l'INA, de faire un DU complémentaire, c'est vraiment très important parce que c'est quand même un domaine très complexe et très délicat et où il ne faut pas faire d'erreur en tant que thérapeute. Parce que c'est sûr. Ça a trop de conséquences. C'est valable aussi dans l'autisme ou dans d'autres indications, mais dans l'autisme, si on ne sait pas bien ce qu'est l'autisme et comment se comporter, comment comprendre un enfant autiste, comment se comporter avec lui, on peut faire des catastrophes. Complètement. Donc, pour conclure, parce qu'il nous reste que 2 minutes, pour conclure toutes les deux, d'abord, je rappelle effectivement que vous intervenez dans le cadre de l'IFCE la semaine prochaine avec un vrai travail de fond qu'on pourra présenter après votre présentation, par égard pour l'IFCE, mais qu'on pourra partager sur notre site. Vous avez fait un magnifique travail avec PowerPoint et c'est très, très pertinent, un vrai travail fouillé d'approche scientifique autour de ce sujet. Est-ce que, Laurence et Lina, vous pensez qu'il est envisageable effectivement de mettre en place une étude sans parler de la complexité, du financement, de la difficulté de monter ça, avec qui, comment, mais ça aurait vraiment du sens et en tout cas scientifiquement, Laurence, tu confirmes que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable? Oui, c'est tout à fait faisable. Seulement, il y a des conditions méthodologiques compliquées quand même. Et donc, il faut un échantillon, un groupe d'enfants suffisant en nombre, parce que sinon, ça n'a pas tellement de valeur scientifique. Il faut un groupe contrôle. Il faut, alors en quoi il consiste ce groupe contrôle? Il faut et puis, il faut aussi des conditions financières, il faut, dans le texte que j'ai donné et que vous trouverez, il y a aussi, j'ai écrit un article sur les réflexions méthodologiques, justement en médiation équine, et qui a été publié par Equidé dans le cadre de l'IFCE.
Donc voilà, il y a toutes les conditions méthodologiques à respecter ou à surmonter et à surmonter pour faire une étude valable. Lina, tu voulais réagir par rapport à ça, cette perspective d'une étude? Bah, c'est un petit peu pour ça qu'on va monter le séminaire de février. Hein, on essaye de réunir différentes personnes concernées par le sujet, que ce soit équithérapeutes ou soignants, pour poser les bases d'une bonne amorce d'études. Voilà. Comment faire? Quels vont être les prérequis qu'il va falloir remplir? Voilà. Ben, je voulais vous remercier toutes les deux. Je voulais remercier aussi l'assistance parce que je surveille. Il n'y en a pas un qui est parti. Donc, c'est très, très bien. Vous avez été suivis attentivement. On va podcaster cet enregistrement. Hein, on va pouvoir le mettre sur YouTube. Et puis, si vous le pouvez, rendez-vous. C'est aussi un événement. Hein. Le professeur donc, René Garcia, dans 14 jours, sera disponible avec Lina qui a suivi son DU. Donc, ça sera une approche là très intéressante et une confrontation avec un professeur qui n'est pas spécialiste de l'équithérapie, mais qui est très ouvert à la question. Et puis Lina, qui elle n'est pas une experte, elle l'a dit, de l'ESPT, mais qui pourra, grâce à son DU, lui poser des questions aussi pertinentes par rapport à ça. Voilà, ben, on est très content de cette première visio et on vous salue tous. Et puis ben là, dans quelques minutes, nous allons mettre sur le site internet du passage donc le fichier, le remarquable travail de Laurence. Et encore une fois, mille merci Laurence. Je sais que tu seras fidèle avec nous. Et puis début janvier, vous ferez un bilan de ces différentes étapes visio avec les enseignements qu'on pourra tirer pour ce séminaire. Et merci pour vos merci dans le chat. Et puis, à très bientôt.